samedi soir à la sphère politique. Donc, passer de Hollywood à Oxfam, passer de Hollywood à échec aux paradis fiscaux, passer de Hollywood à une mobilisation politique une fois qu'on a compris le problème, parce que c'est pas Hollywood qui va nous politiser. Hollywood va simplement utiliser des références qui sont communes, qui tombent sous le sens pour être vraisemblables, pour qu'on croie aux intrigues dans le divertissement. Je vous invite à aller voir en ligne sur Vimeo ce petit film, je ne savais pas que je savais, il est disponible. Il y a un film plus pédagogique, plus sérieux, si vous voulez, qu'on a fait avec Échec aux paradis fiscaux, qui s'intitule « Lever le voile ». Et là, vous avez un résumé de tout ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est audiovisuel. Et vous avez des petits livres et des documents que vous savez. La politique, c'est dur. Je reviens à ça pour résumer un peu l'enjeu. La politique, c'est dur. On fait la politique quand les objectifs qu'on se donne sont indépassables. C'est ça la politique. C'est s'attaquer à des problèmes qui en valent la peine. Si on voulait faire la lutte au cannibalisme à Montréal, ben on sablerait déjà le champagne, on a gagné, il n'y en a pas. Voilà, on fait la lutte au cannibalisme, il n'y en a pas, on a gagné victoire, on a vaincu le cannibalisme à Montréal, il n'y en a pas. Bon, c'est pas une question politique. Il y a une question politique quand on s'attaque à quelque chose qui suppose énormément de réflexion, énormément d'organisation, énormément de mobilisation pour arriver à nos fins. Et très souvent, de son vivant, on sait qu'on n'en verra pas la fin. Et c'est raison de plus pour se mobiliser. C'est tellement grave, c'est tellement important que je me mobilise indépendamment des fins, c'est-à-dire des certitudes que j'ai d'arriver à une solution ultime. Et la politique, c'est un combat de tous les jours, de tous les instants, même si les responsables politiques sont corrompus, même si je dirais même pas, même si les politiciens sont corrompus, même si le système est à notre désavantage, même si ça semble impossible, mais parce que les politiciens sont corrompus, parce que la structure est en notre défaveur, et parce que ça semble impossible, il faut se mobiliser politiquement. C'est là qu'il y a de la politique, c'est quand c'est impossible d'arriver à la solution. Ben, la motivation, elle est là, et c'est un acte de foi, au fond, qui est désintéressé eu égard aux fins. On fait ce qu'on peut, on fait n'importe quoi qui nous semble sensé, cohérent et utile pour arriver à ces fins, sans savoir si un jour on y arrivera. Ça, c'est la politique. En ce qui concerne le procès dont nous avons fait l'objet, les auteurs, chercheurs, éditeurs de Noir Canada, il y a eu un règlement hors cours dans un contexte, en 2011, dans un contexte qui était le nôtre, c'est-à-dire celui d'un rapport de force entre la plus grande société aurifère du monde et 3 chercheurs indépendants et un éditeur sans but lucratif. Je n'entrerai pas dans les détails. Le paradoxe, c'est que le livre a dû être retiré du commerce, mais depuis que c'est le cas, le livre est plus facilement accessible tellement il a été piraté qu'à l'époque où il était disponible formellement. Et en plus, William Sachet et moi-même avons écrit Paradis sous terre, qui est Noir Canada avec une autre couverture, et qui est disponible, lui, dans le commerce, à commencer par le fonds qui est celui de cette Bibliothèque nationale. Si vous voulez lire Noir Canada ou Paradis sous terre, vous empruntez les escaliers, tournez à droite, vous montez au 3e étage et vous en avez 8 déjà. Bon. Je dirais par rapport à Donald Trump, au lobby. Donc Donald Trump, c'est comme un lobby à lui tout seul, quoi. C'est-à-dire qu'il est... je ne sais pas s'il est rassurant de voir qu'il n'a même pas besoin du grand capital pour financer sa campagne, tellement il est le grand capital lui-même, quoi. Bon, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, ça pourrait être sa devise. Ce que je relèverais tout le temps, c'est que le lobbying, ce n'est pas seulement faire pression sur des décideurs publics. Le lobbying est l'affaire de firmes spécialisées très fines, très roublardes, qui font pression pas seulement sur des décideurs publics, mais aussi, parfois, c'est un peu comme au billard, quand on frappe une boule pour arriver à l'autre. Souvent, c'est par ricochet que le lobbying procède. C'est-à-dire qu'on va mettre sous pression les journalistes, on va mettre sous pression où on va mobiliser les présidents de chambres de commerce, les recteurs des universités, les experts, les assistants parlementaires. On va coopter toutes sortes de gens et même on va organiser des fausses manifestations de citoyens qui sont payés pour écrire sur Facebook qu'ils adorent telle société minière et qui sont pour tel projet,
tout simplement pour créer une sorte de climat public, une sorte de contexte qui favorise une prise de décision dans tel ou tel sens. Et donc, les firmes de lobbying sont des manipulateurs professionnels, mais à très grande échelle. Et ils ont, je suis sûr, comme livre de chevet, ce petit ouvrage de Edward Bernays, Propaganda, qui est un livre qu'a réédité la maison d'édition Lux il y a quelques années et qui visait qui visait pas du tout à contester la propagande, mais qui était un manuel de la part de quelqu'un qui était un expert en propagande et qui l'avait écrit pour qu'on recourt à ses services. Et ce livre-là dit, voilà comment la propagande marche, je suis un expert en la chose, venez me voir si vous voulez utiliser mes services, voilà comment ça marche la propagande. Et la propagande consiste à mobiliser des faiseurs d'opinion, ceux que j'ai nommés, pour arriver à des fins. Et les lobbyistes sont des gens qui mobilisent des faiseurs d'opinion pour qu'on aille se faire vacciner pour tel vaccin à tel moment, pour qu'on soit pour qu'un pipeline traverse le Québec, pour qu'on considère que les entreprises créent de l'emploi alors qu'elles créent de la richesse, alors qu'elles ponctionnent la richesse et elles profitent du travail des autres, et pour qu'évidemment on présente l'Afrique comme étant en quelque sorte dans une sorte de nécessité historique congénitale, qu'elle soit incapable de s'en sortir elle-même et qu'elle a besoin de notre aide. Tout ça c'est de la propagande, ça marche très bien. Si on veut comprendre comment ça marche, on peut lire Edward Bernays et essayer de démonter le modèle en étant armé, immunisé et outillé. Bien, nous allons prendre un deuxième volet de questions, mais ce sera peut-être la dernière parce qu'il nous reste 15 minutes. Il faudrait simplement dire qu'à propos de lobbying, vous le savez, dans Internet, à propos du Congo, quelqu'un lâche depuis Kinshasa ou depuis n'importe où un truc de sondage en supposant qu'un tel pourrait devenir Premier ministre et pendant un mois, nous nous entre-dévorons sur le net, inutilement, pendant que le véritable adversaire est déjà ailleurs. Donc c'est ça le lobbying, c'est pas plus compliqué que ça. Alors j'ai vu trois même, mais je vais prendre 2 hommes et une des rares femmes que nous avons. Madame, tout honneur, s'il vous plaît. Voilà, merci. Là, vraiment, la question. Oui, s'il vous plaît. Oui, on a compris le contexte des paradis fiscaux. On voudrait savoir, ce qui nous intéresse aussi, le scandale de Panama Papers. En quelle mesure on peut nous les détailler, en tout cas, du moins, sur ce qui concerne la République démocratique du Congo. Merci. Deuxième question. En suivant l'exemple de madame, net, précis. Moi, je voudrais savoir, c'est depuis quand que le Canada est devenu un paradis fiscal pour les entreprises minières et qu'est-ce qui serait à la base de ces revirements par rapport aux valeurs que le Canada vend à l'international, même sur place. Merci beaucoup. Dernière question. Oui, monsieur. J'aimerais savoir, aussi longtemps que les vraies victimes de tous ces systèmes ne sont pas ici, au Canada, est-ce que ça changera un jour? Merci beaucoup. Alors, il nous reste 15 minutes, donc je demanderai aussi au professeur d'en tenir compte. Merci, vous me donnerez un coup de pied sur les chevilles si je parle trop longtemps. En fait, ce sont des sujets complexes et j'ai tendance à faire un grand tour d'horizon quand on vient le temps d'y répondre, mais j'essaierai d'être à l'image des questions et d'être discipliné à mon tour. Sur la question des Panama Papers, moi j'ai souvent la même réponse, c'est une piqûre de rappel. Les Panama Papers confirment ce qu'on savait. C'est 11,5 millions de documents qu'un informateur anonyme a donné à un consortium international de journalistes d'investigation, c'est son nom, pour qu'on fouille ce qu'il en est. Et là, on est tombé sur des données concernant de plus ou moins près David Cameron, Vladimir Poutine, j'ai oublié son nom, mais le président islandais, des chefs d'État ukrainiens et autres, en plus de membres de gouvernement, de sociétés privées, de particuliers milliardaires ou millionnaires, et ainsi de suite. C'est pas la première fois que ça arrive. Avant, il y a eu le même type de banque de données ou de documents qui ont été trouvés au Luxembourg. Il y a eu la Suisse, il y a eu les îles Vierges britanniques. L'Allemagne avait fait la même chose au Liechtenstein. Le Canada a un petit peu fait la même chose à l'île de Man. Et c'est une fuite de Radio-Canada qui a permis de le savoir. Et donc, régulièrement, qu'est-ce qu'on a? On a, sur la base de fuites, des aperçus de ce qui se passe dans les paradis fiscaux, nous permettant d'extrapoler sur la façon dont fonctionne le système en général, parce qu'on n'a pas accès à la façon dont fonctionne le système en général. Il y a tout le problème du secret, de l'opacité
Et quand vous menez des opérations au Canada, vous pouvez toujours vous dire que le Canada est à même de surveiller, c'est-à-dire l'Agence de revenus, la Gendarmerie royale, s'il y a des enquêtes à mener. On peut toujours se dire qu'on est sous surveillance ici, dans le bon sens du terme, dans le sens où, en principe, on est censé contrôler quand il s'agit d'activités criminelles. Bon. Ben, dès qu'on transfère ces activités au Panama ou aux îles Vierges britanniques ou ailleurs, il n'y a plus de contrôle. On ne peut pas savoir. On ne sait pas il y a combien d'actifs dans les paradis fiscaux.